Cette histoire commence à l'aube du XXe siècle, du côté de Melilla, enclave espagnole au nord du Maroc. Sur un tout petit territoire peuplé de tribus berbères, un certain Abdelkrim allait créer un embryon d'État, tenant tête à l'Espagne, puis à la France, pendant plusieurs années. Avant d'être exilé à l'île de la Réunion, où il est filmé ici comme un piètre trophée de guerre, en avril 1927. La guerre du Rif a fait des dizaines de milliers de morts, laissé un pays et une population dévastés par les bombardements et les armes chimiques. Abdelkrim s'évadera au cours de son transfert en France, en 1947. Après avoir trouvé refuge au Caire, il y sera enterré en 1963, comme une grande figure du monde arabe, sans avoir jamais pu remettre les pieds dans son pays. J'ai demandé une fois à ma mère qui était Abdelkrim. Et là, ma mère m'a fait une remarque qui était, c'était un chef moro, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un chef rifan marocain, et qui a donné une bonne raclée aux militaires au Maroc. Et elle a ajouté, si Abdelkrim avait vaincu, on n'aurait pas eu Franco. Et puis par la suite, mon directeur de thèse, ici à Paris, à la Sorbonne, le professeur Villard, disait toujours que c'était un raccourci historique. Fantastique. C'est cette phrase de ma mère. Abdelkrim fait partie d'une famille de notables, appartenant à la tribu des Bni Ouriarel. Après des études de droit à Fès, il se met au service des Espagnols à Melilla, comme professeur, interprète, journaliste, puis juge des affaires musulmanes. Abdelkrim et son père militaient auprès des tribus pour favoriser la présence espagnole. C'est ce qu'il racontera au capitaine Sagne, officier interprète de l'armée française, qui l'accompagne dans son exil. J'étais à l'origine plein d'enthousiasme et d'espoir, et je m'employais, tout comme mon père, à faire admettre aux Rifins l'intérêt d'accueillir les Espagnols, afin qu'ils nous apportent le progrès et le développement. Mais l'impatience des sociétés minières allait en décider autrement. Les relevés géologiques, réalisés entre 1905 et 1907, avaient effectivement confirmé la richesse des gisements de fer à proximité de Melilla, aiguisant les appétits pour ce nouvel Eldorado. Malgré l'opposition des tribus, qui refusent la construction d'une voie ferrée sur leur territoire, les travaux vont se poursuivre. En juillet 1909, 6 agents des chemins de fer sont tués par les Rifins, donnant le prétexte à une intervention qui va se solder par un cuisant échec au Barranco del Lobo, où les Espagnols sont écrasés en quelques heures.
Décidé à conserver sa mainmise sur ce dernier petit bout de colonie, à restaurer le prestige de son armée et à protéger les investissements, l'Espagne va s'engager à partir de 1909 dans une véritable guerre, comparable à n'importe quelle autre guerre. L'injustice de la conscription qui ne touche que les fils du peuple provoque à Barcelone une semaine d'insurrection qui sera férocement réprimée et restera dans la mémoire espagnole la semaine tragique. Malgré la mobilisation de forces de plus en plus importantes, l'Espagne restera à la porte du Rif pendant plusieurs années, traitant les populations avec une violence chaque jour décuplée, en proportion de l'humiliation qu'elle subit face à un pays qu'elle méprise. Le peuple ne voulait pas les guerres, il était très ennemi de la guerre, il était contre la guerre. Seulement, bon, il y avait que l'Espagne, elle voulait aussi avoir un certain prestige international. Par exemple, le chef du Parti libéral, le comte de Romanones, indépendamment du fait qu'il avait des intérêts aux mines du Rif, il disait toujours « l'Espagne n'a qu'une politique étrangère sur le Maroc ». C'est-à-dire, en ayant perdu ses colonies en Amérique, l'Espagne voulait quand même se réaffirmer au niveau international en tant que puissance. Et la seule manière de s'affirmer, c'était avoir des colonies. Un pays européen qui à l'époque n'avait pas de colonies n'était rien. C'était l'époque des grandes expansions coloniales et impérialistes. La France, qui attendait depuis longtemps de s'emparer de la plus grande partie du Maroc, intervient à Fès en 1911, sous prétexte de sauver le sultan, menacé par une insurrection. Mais c'était sans compter sur l'Allemagne, qui invoque une violation des traités et envoie des forces navales à Agadir, au sud du Maroc. L'Europe est sur le point de s'embraser. Sans la mobilisation des opinions publiques et l'intervention de l'Angleterre, qui menace l'Allemagne de se ranger en cas de conflit aux côtés des Français, la Première Guerre mondiale aurait sans doute éclaté en 1911. Les Français ont foutu le feu au Maroc par leur politique qui s'appelle l'État marocain à partir du début du XXe siècle. Le paradoxe, c'est qu'on demande à Lyautey d'éteindre un incendie que son pays a allumé au Maroc. Alors que l'Espagne ne parvient pas à dépasser la zone qu'elle occupe déjà, le résident général Lyautey va entreprendre à partir de 1912 l'occupation du Maroc français, qu'on appelle, par un doux euphémisme, la pacification. Monarchiste convaincu, Lyautey est un pur produit de l'armée coloniale. Il a déjà fait ses preuves au Tonkin, à Madagascar et en Algérie. Et par son respect de l'islam, il est apprécié des notables locaux, piliers du régime. C'est un homme qui va vivre en étant très proche des Marocains de l'époque et qui va vouloir sauvegarder ce Maroc, écarter le chancre de l'Europe, comme il disait, le chancre de l'Europe. C'est quand même une expression qui est forte. Et quand il parle des colons, il dit qu'ils sont... il parle du muflisme, vous voyez, mufle, il invente, c'est un néologisme, le muflisme des colons qui comprennent rien aux indigènes. Quelquefois il dit les Marocains, mais il dit quand même très souvent les indigènes, c'est le langage de l'époque. Enfin, il y a quelquefois, on a quelquefois l'impression qu'il n'est pas loin d'enjamber la barrière coloniale. Il ne l'enjambe pas complètement, mais... Les Marocains s'y sont pas trompés. Il y a eu une sorte de dispute entre Français et Marocains pour se l'annexer après 1918, où il y a un mythe
de l'hôtel africain qui s'élabore. En ce qui concerne le Rif, il considère que c'est un guêpier dans lequel il refusera longtemps de mettre les pieds, se contentant d'installer des fortins le long du semblant de frontière séparant la partie française de l'espagnol. Le partage du festin colonial, nécessaire aux appétits industriels et financiers européens, impose parfois des sacrifices. Tandis que les hommes s'entretuent sur le terrain, dans la violence inconcevable des armes nouvelles, les mines du Rif continuent de produire et d'alimenter en fer l'Angleterre et l'Allemagne, leurs plus gros clients. Quand il évoque cette période, Abdelkrim raconte qu'elle a été un tournant qui allait décider de son engagement futur aux côtés des Rifains. J'avais fait mon possible pendant des années pour convaincre les Espagnols de changer de conduite à l'égard du Rif. Mais ils passaient leur temps à nous dresser les uns contre les autres. Comme il n'y avait plus rien à attendre d'eux, je me déclarais favorable à l'indépendance du Rif non occupé. On me jeta alors en prison pendant 11 mois, en prétextant de la manière la plus cynique que je complotais avec l'Allemagne. La raison principale pour laquelle il était mis en prison, c'était parce qu'il avait fait des déclarations où il avait déjà parlé d'indépendance. Il a dit jamais je consentirai, je vais accepter que mon pays soit soumis à notre pays étranger. Alors ces paroles ont été considérées très dangereuses. Donc il a déjà fait une proclamation, c'était un manifeste pour l'indépendance. Et c'était les mots indépendance pour lui, c'était un mot, c'est-à-dire toute sa vie, c'était pour lui le mot fondamental. C'est-à-dire il n'acceptait pas la domination étrangère. Dès 1918, le roi d'Espagne Alphonse XIII, impatient de laver l'affront de 1909 et de mettre enfin la main sur la totalité du Rif, se renseigne auprès des autorités allemandes sur la fabrication des armes chimiques. Pendant que la France, l'Angleterre et leurs alliés se disputent le sort de l'Allemagne et se partagent son empire colonial, le comte Romanones, devenu chef du gouvernement espagnol, annonce en 1919 l'impulsion nouvelle donnée à la guerre au Maroc. À partir de l'année 1920, le général Silvestre, choisi pour réactiver les opérations militaires, progresse à une vitesse fulgurante en réussissant à soumettre de plus en plus de tribus sur son passage. L'Espagne est aveuglée par ses succès d'opérette, qui rendront plus cruels encore les échecs à venir. La plupart de ces conquêtes qu'on présentait dans la presse comme des grandes conquêtes et des grands triomphes militaires, en fait, ils étaient obtenus en soudoyant les notables des Kabyles. C'est-à-dire, on pactisait, on parvenait à des accords comme quoi on occupe les territoires en échange en monnayant de l'argent. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est à cette période que Milan Astrée fonde el Tercio, sur le modèle de la Légion étrangère française, en confiant à Franco le commandement de la première Bandera, composée de 3 compagnies. Mon père venait de mourir.
sans doute empoisonnés par les Espagnols. Comme les chefs d'Ebni ou Yarel étaient venus, selon la tradition, me présenter leurs condoléances, j'engageai avec eux des pourparlers au sujet des rapports hispano-rifains. Bien qu'ils soient portés à la discorde dans les temps d'insouciance, les Rifains ne tardent pas à s'unir quand ils sentent leur liberté menacée. L'élite intertribale déchirait le pays. C'est-à-dire seulement à l'occasion où il y avait un ennemi étranger, il y avait des coalitions tribales. Mais c'était toujours éphémère, parce que toujours quand ce péril, ce danger passait, ils se séparaient de nouveau. Mais il n'y avait pas une union, ils se combattaient les uns aux autres. Ce qu'il a dit, c'est qu'il faut finir avec ces combats, ces luttes antérieures, et il faut penser à l'unité. Pour lui, le mot unité, union, c'était fondamental. Dans les premiers jours de janvier 1921, Sylvestre s'approche du lieu-dit Anoual pour placer les bases de ses futures opérations. L'Espagne, qui ignore combien l'autorité d'Abdelkrim s'est renforcée au fil des mois, prend ses rêves pour des réalités et enregistre ses premières défaites contre des tribus qui se renforcent de jour en jour. Tandis qu'au fil de semaines, toutes les positions autour d'Anoual ont cédé les unes après les autres, dans la nuit du 21 juillet 1921, le général Sylvestre envoie plusieurs télégrammes de suite, en réclamant des renforts. Que ce soit tout de suite, autrement plus la peine. À l'aube, le signal de la retraite est donné. 5000 hommes se retirent dans l'affolement, sans aucune organisation prévue pour leur défense, dévalant la montagne sous un soleil de plomb, dans une indescriptible débandade. Le scénario tourne au cauchemar. Mais cet écroulement de position, attention, il n'y a jamais eu une attaque des Rifains à Anoual. C'était la panique qui a produit la tombée de tous les postes militaires. C'est-à-dire, à un moment donné, la panique, ils ont pensé qu'ils étaient attaqués par les Rifains. C'était une fausse alarme. Et on a donné l'ordre d'évacuation de la position. Les troupes ont évacué la position dans des conditions complètement inappropriées, c'est-à-dire c'était le désordre, c'était la débandade, c'était une débâcle absolument incroyable, incroyable. Ceux qui n'ont pas été faits prisonniers par Abdelkrim sont massacrés par des tribus incontrôlées. Quand les Espagnols découvrent leur mort, quelques semaines plus tard, dans ce qu'il reste du fort de Monte Arruit, où les rescapés d'Anoual en route pour Melilla s'étaient réfugiés, ils sont épouvantés par l'étendue du carnage. 3000 cadavres se décomposent au milieu des champs. 3000 cadavres à ramasser, à identifier. J'ai tout fait pour éviter ce massacre. Dieu m'en est témoin. Il a été perpétré par des Rifains qui vivaient en totale anarchie et ne respectaient pas mes ordres. En ce qui concerne la débâcle d'Anoual, elle nous rapportait en plus des prisonniers 150 canons, 10 000 fusils, d'incalculables stocks d'obus et des millions de cartouches, des automobiles, des camions, des médicaments, du matériel de campement. Pour ménager une porte à la négociation et épargner d'autres vies humaines, je faisais en sorte de ne pas occuper Melilla et je libérais les femmes et les enfants. Il sait bien que la guerre, c'est sa fin.
il a profondément le sens que la guerre, c'est sa perte. Bon. Il ne peut pas gagner, mais il le sait qu'il ne peut pas gagner. Et il l'a dit du reste. Dès 1926, il le déclare, et ensuite il le répétera en 1947 quand il s'évadera de guerre, mais il a dit « je suis venu trop tôt ». Ce n'était pas possible de faire la rupture à cette époque-là. Mais je crois que ça, il le sent profondément. Et il fait la guerre, bien qu'il sache que la guerre, dans la guerre, les puissances dominantes l'emporteront. Tandis qu'Abdelkrim attend l'ouverture de négociations pour établir la paix sur des bases sérieuses, le gouvernement espagnol ne pense qu'à une revanche rapide et à récupérer ses prisonniers par la force. En quelques mois, nous allions démontrer qu'un petit peuple était capable de prendre en main son destin. J'allais jeter les bases d'un État, commencer à moderniser la vie des tribus et les unifier. J'allais créer une justice, une armée, une école. J'allais entreprendre un recensement de la population. J'allais même convaincre les Rifins de payer un impôt pour financer nos dépenses. Alors que j'avais toujours dit aux Espagnols que nous leur gardions la porte ouverte et que j'étais prêt à négocier sur un pied d'égalité la libération des prisonniers, le gouvernement mena une campagne violente contre moi, me présentant comme un ennemi de l'humanité. En novembre 1921, alors que la communauté internationale est en train de bannir les armes chimiques, le grand spécialiste allemand atterrit à Madrid pour dresser les plans d'une usine aux environs de la capitale. Pour faciliter la discrétion des échanges, Stolzenberg obtient la nationalité espagnole. Le budget militaire est multiplié par 3, dans le but d'écraser le soulèvement rifin et la lutte d'Abdelkrim, dont la notoriété franchit les frontières du Rif, contribuant à faire de cet homme une figure de légende. Im Laufe des Rifkrieges tauchten eine ganze Reihe von Europäern in der unmittelbaren Umgebung von... Au cours de la guerre du Rif, une série d'Européens apparurent dans l'entourage immédiat d'Abdelkrim. C'étaient des gens très différents. Des contrebandiers qui livraient des armes ou des vivres. Des transfuges de la Légion étrangère française ou espagnole, qui accédèrent à des rôles de conseillers militaires plus ou moins importants. Des gens qui cherchaient des contrats miniers. Des conseillers politiques, qui pour les raisons les plus diverses, souhaitaient aider Abdelkrim dans son combat pour la reconnaissance internationale et l'indépendance. Tandis que la reine rend charitablement visite aux blessés du Maroc, Indalecio Prieto, grand orateur socialiste, s'indigne au Cortés de ce que les légionnaires ne fassent pas de prisonniers. Il est vrai que Franco autorise ses légionnaires à tuer, violer, piller, brûler et mutiler. Et l'image du Rifin sous-développé et barbare est remise au goût du jour. Après l'avoir transformé en sauvage, on lui ôte peu à peu tous les attributs de l'humanité. Après l'avoir ridiculisé, on le chosifie pour pouvoir le combattre sans plus se poser de questions. Le devoir de civiliser le Rifin cède la place à celui de l'exterminer, par tous les moyens. Ces militaires étaient en général des militaires qui faisaient partie des troupes de choc.
Et c'était des officiers avec une mentalité très particulière. C'est très bien les atrocités et les actes de violence et de cruauté qu'ils sont capables de commettre, c'est-à-dire dans une guerre coloniale. Ils les ont commis par la suite en Espagne, en utilisant les mêmes méthodes que celles de la guerre coloniale. Pendant que Madrid hésite sur le sort des prisonniers espagnols, le comte Romanones, fidèle à lui-même, exhorte le gouvernement à ne pas quitter le Maroc, affirmant que le Maroc est une question de vie ou de mort, tandis que la gauche s'en prend à la politique minière qui ne justifie pas la guerre. Si la presse n'a pas de mots assez durs pour parler d'Abdelkrim, Luis Oteiza, le directeur du journal La Libertad, rencontre Abdelkrim pour témoigner de la situation et informer les familles des prisonniers espagnols qui attendent depuis 1 an leur libération. Alors que le gouvernement espagnol s'était engagé à suspendre les opérations, pendant la durée des négociations, le général Berenguer lançait 20 000 hommes en direction d'Al-Hoceima, soutenu par de l'artillerie lourde et de l'aviation. Malgré la puissance dont dispose l'armée espagnole, elle subit encore de nouvelles défaites et doit se replier, déversant sur le Rif des tapis de bombes, lui rendant sous forme manufacturée ce qui lui a été arraché. Convaincu qu'il trouvera en Grande-Bretagne des alliés pour l'aider à négocier avec l'Espagne, Abdelkrim envoie des émissaires à Londres. Il demande de l'aide sanitaire et la rupture des contrats militaires avec Madrid. Mais le gouvernement ne discute pas avec les rebelles. C'est au cours de cet été 1922 qu'une usine d'armes chimiques voit le jour à la porte de Melilla. Il y a eu des conversations avec des Français et la maison Schneider a envoyé de la chloropicline, l'a envoyé d'une manière, disons, plus ou moins en cachette, en le faisant passer par des pesticides. Entre-temps, il y avait aussi des techniciens de la maison Schneider qui ont monté, ont installé un atelier pour justement la transformation de ces matières en gaz toxique. Les Espagnols croient que l'Europe les a chargés de réformer et de civiliser le Rif. Mais les Rifains demandent: est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes interdites? Il est temps que l'Europe, qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de défendre la civilisation, fasse passer ses nobles principes du domaine de la théorie à celui de la pratique. Pendant ce temps, la question des prisonniers est devenue une affaire d'État. Ce qui avait été refusé à Abdelkrim pendant 1 an et demi va être conclu en quelques jours. Les prisonniers sont libérés en janvier 1923 aux conditions initiales. Mais au lieu des 600 prisonniers espagnols, il n'en reviendra que 367, les autres étant morts de faim ou de maladie. Poursuivant son chemin vers l'indépendance, Abdelkrim proclame la République du Rif en juillet 1923. Elle se dote d'une assemblée où siègent les représentants élus de 41 tribus, d'un gouvernement, de ministres, et comme toute république moderne, elle revendique son indépendance, son droit à l'autodétermination, et propose au reste du monde des relations d'État à État, dans le respect du droit international et des peuples à disposer d'eux-mêmes.
le mot république, c'est un gallicisme. Ça vient de la place de la République française, bon, de l'histoire républicaine française. Mais le mot qu'emploie Abdelkrim et le mot qu'on emploie à l'époque dans les années 20, c'est le mot Gumuriya. Il se trouve que Gumuriya, c'est le même mot en turc et en arabe. Bon, des différences de prononciation près. Bon, ce même mot, c'est la République d'Atatürk. Et en même temps, c'est la République des Soviets. C'est marrant dans les années 20. Atatürk et les Soviets, c'est la même chose. Et ça, c'est Gumuriya. Ça, c'est la République. C'est en quelque sorte le peuple autodéterminé qui organise son émancipation. On a cherché à me faire passer pour un rebelle sanguinaire, un esprit retors, alors qu'il ne s'agissait pour nous que de défendre nos droits en faisant valoir la légitimité de notre cause. Nous l'avions fait savoir à l'Espagne aussi bien qu'après les événements d'Anoual. Nous avions déclaré la même chose à la France, au maréchal Lyautey et au sultan. Nous l'avons clamé à Londres et à la Société des Nations. Personne ne voulait entendre que nous désirions la paix, l'ordre, le commerce et l'alliance avec le monde entier. Mais puisque les Espagnols voulaient notre extermination, qui peut nous reprocher d'avoir défendu notre liberté et notre religion? Tandis que l'Espagne est secouée par les révélations sur les responsabilités du désastre d'Anoual, le coût humain de cette guerre qui n'en finit pas, et les revendications ouvrières stimulées par la révolution soviétique, Alphonse XIII confie à Franco les clés de la Légion, la troupe d'élite du Rif. S'inspirant de l'expérience de Mussolini, le général Primo de Rivera profite de l'instabilité politique et sociale pour s'emparer du pouvoir avec le soutien du roi. En septembre 1923, il suspend la Constitution, instaure une dictature militaire et s'empresse de décréter une pause dans la guerre. Alors que Primo de Rivera multiplie les pourparlers avec Abdelkrim pour sortir du bourbier rifin, l'armée espagnole, elle, Franco en tête, s'oppose à l'abandon du Rif. À partir de 1923, commença la véritable guerre chimique contre la population rifaine par bombardement aérien. Ensuite, l'usage des gaz fut renforcé. On bombardait des marchés, des villages, la population civile, des terres agricoles. Ce qui n'avait pas un grand impact militaire parce qu'on n'atteignait pas les combattants rifins. Mais ce n'était pas le but recherché. La guerre était devenue totale, englobant la population civile. Dans cette mesure, la guerre du Rif a pris une gravité particulière dans ce siècle des extrêmes. Lyautey, qui redoute à présent que la situation dans le Rif ne se propage à toute la région, réclame des renforts pour stopper celui qu'il décrit comme le champion de la cause musulmane. Il demande à occuper la rive droite de l'Ouéra afin de couper à Abdelkrim le grenier à blé du sud rifin. Le cartel des gauches, qui a remporté triomphalement en France les élections de 1924, au nom de la paix en Europe, envoie les renforts réclamés par Lyautey. Dès la fin du mois de mai 25, 12 000 soldats franchissent l'Ouéra
avec l'assurance d'appartenir à l'armée la plus puissante du monde. Il a commandé des obus à Hypérite. Ont-ils été employés? Je pense que pendant l'été 25, les grands moyens ont été employés du côté de Biban et de Taounat. Là, vous savez, en mai-juin 25, il y a des batailles où les anciens de la guerre de 14-18 disent les combats ont l'intensité des combats de la guerre de 14-18. Après avoir battu les Espagnols au nord, en les rejetant vers la mer, plus rien ne semble pouvoir arrêter Abdelkrim au sud, où de nouvelles tribus se joignent à la lutte. Malgré les bombes de Lyautey, le pacificateur, Abdelkrim repousse les forces françaises, s'empare de la vallée de l'Ouéra et de ses ressources, tout en menaçant Fès et Taza. On sait qu'il a perdu les pédales, enfin, que ses nerfs ont craqué. Est-ce que c'est... Oui, vers la mi-juillet, lorsqu'il envoie ce télégramme au Quai d'Orsay en disant « Il faut reconnaître la République du Rif, pas l'indépendance, mais son autonomie, et puis négocier après avec Abdelkrim ». Tandis que les premiers cadavres arrivent en France, les communistes, soutenus par les surréalistes et de nombreux intellectuels, appellent à la mutinerie et à la fraternisation, multiplient les meetings et les interventions au Parlement, en réclamant un vrai débat sur la guerre. Pour le cartel des gauches, la guerre se mène aussi avec l'opinion publique. Painlevé brandit les risques d'extension du conflit et d'effondrement de l'empire colonial. L'équation entre islam et fanatisme justifie la répression militaire. Dès l'été 1925, le maréchal Pétain est envoyé pour élaborer avec Primo de Rivera la stratégie destinée à écraser la jeune République riffaine. À partir de la disqualification, si l'on peut dire, de Lyautey, Pétain est inévitable. Et ça permet à toute l'idéologie patriotique française de se réengager après une guerre comme la guerre de 14, qui est une boucherie ressentie de partout. En quelque sorte, Pétain, il est le baume qui évite de se dresser contre la répétition d'une guerre tout après la boucherie de Verdun et de 1914. Le culte de Pétain, c'est un culte qui va monter par étapes, quoi. Plusieurs dizaines de milliers de soldats viendront grossir les contingents français et espagnols au Maroc, les portant à 350 000 hommes. Le 3 septembre 1925, Pétain reçoit le commandement des forces du Maroc. Le mythe de Pétain est exploité sans ménagement par la gauche, au détriment de Lyautey, dont les convictions monarchistes lui ont toujours été suspectes. Bien sûr, ils s'affrontent. C'est la fameuse formule de Pétain, vous faites de la politique, moi je fais de la stratégie. Mais il ne pensait pas que Pétain allait le limoger, qu'il serait disgracié aussi brutalement. Le plan d'action nécessite l'utilisation du matériel le plus moderne, à une échelle inconnue jusqu'alors dans une guerre coloniale. L'offensive est préparée, accompagnée et prolongée par une série de bombardements qui visent à semer la terreur dans les populations civiles et à anéantir les ressources du pays.
L'Espagne, qui avait essayé tant de fois de s'emparer de la baie d'Aloceima, réussit enfin l'exploit, en portant un coup fatal à la République du Rif. Franco, toujours sur la photo, deviendra à 33 ans le plus jeune général d'Europe, recevant à Paris la Légion d'honneur pour ses hauts faits dans le Rif. Malgré les appels au secours qu'Abdelkrim adresse au monde entier, plus rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur de l'impérialisme européen. Alors que nous nous battions depuis 16 ans pour notre liberté, et que l'Espagne s'était montrée incapable de nous soumettre, en partie à cause du rejet de la guerre par son peuple, en partie à cause de l'incompétence de ses chefs, la France et l'Espagne allaient nous attaquer sur tous les fronts, en nous écrasant sous le feu répété de leurs canons. Painlevé connaît une opposition de plus en plus dure, toujours orchestrée par les communistes, auxquels se sont joints des socialistes, qui lui reprochent à présent le gâchis humain et matériel de la guerre. Le patriotisme fait qu'il faut soutenir nos petits soldats au nom de la patrie française quand ils sont en train de défendre nos colonies. Hein? On ne parle pas de l'Espagne, là, de défendre nos colonies. Bon. Et Pétain en est en quelque sorte la garantie. Par contre, on a en abomination cette révolution d'Abdelkrim, et tout le monde écrit, c'est une révolution nationale. Donc on est contre un soulèvement national au nom du patriotisme français. Et ce vocabulaire, il va durer jusqu'à aujourd'hui. Hein. Patriote, en France, ça veut dire antinationaliste des pays dominés. Ce qui explique la durée de la guerre d'Algérie. Pourquoi 8 ans et demi, 8 ans pour reconnaître une indépendance? C'est parce qu'il y avait cette collusion et cet amalgame entre le patriotisme français et le colonialisme. Et il faudra 8 ans, en quelque sorte, pour désunir cela. Et cela, ça s'est coagulé, ça s'est fait à travers la campagne contre la guerre du Rif. Lyautey, ayant eu recours à des méthodes qu'il condamnait chez les Espagnols, n'aura de cesse de demander à Paris d'être relevé de ses fonctions. Steig, le nouveau résident civil nommé en remplacement de Lyautey, se bat depuis des mois pour que la France trouve malgré tout un terrain d'entente avec Abdelkrim. Mais pour Pétain, la seule négociation, c'est la guerre. Il faut obliger le chef rifin à se rendre ou le faire disparaître, sans lui laisser aucune possibilité de redresser la tête. Imaginez qu'en avril 1926, la France ait reconnu l'autonomie de la République du Rif. Il y a beaucoup de choses qui auraient peut-être changé. Ça aurait peut-être été le point de départ d'une décolonisation par étapes, graduelle, qui aurait commencé plus tôt. Malgré les pourparlers de paix engagés par Steig avec Abdelkrim en avril 1926, le pilonnage du pays se poursuit. Pétain va balayer en quelques semaines la résistance rifaine. Qui est plus cruel que celui qui s'obstine à nuire aux faibles et aux malheureux? Ils ont supprimé pour nos blessés la possibilité de recevoir des soins et de voir soulager leurs souffrances. Un tel acte n'est pas humain.
Et même les animaux s'en abstiennent. Je pense que ce qui a fait qu'Abdelkrim, qu'à la fin, bon, le projet d'Abdelkrim n'a pas réussi, bon, je crois parce que dans le contexte de l'époque, ce n'était pas viable cet État. Ce n'était pas viable parce que le Rif était une partie du Maroc. Du moment où les sultans ne suivaient pas, les puissances européennes n'allaient pas accepter ce dégagement d'une partie du Maroc. C'était un danger pour l'avenir aussi, pas seulement de ce qui est le Maroc, mais pour l'avenir de tous les restes des pays de l'Afrique du Nord, de lutte indépendante des autres pays. C'était un précédent dangereux. Le 27 mai 1926, au petit matin, après une nuit terrible, au cours de laquelle Abdelkrim s'interroge sur le bien fondé de sa décision, il se rend aux Français, qui le transfèrent à Fès. Der Rifkrieg ist ein ganz faszinierendes Beispiel der Kolonialkriegsgeschichte. La guerre du Rif est un exemple tout à fait fascinant dans l'histoire des guerres coloniales. C'était une guerre coloniale au retentissement incroyable, et peut-être la plus marquante de toutes. Elle a donné naissance à un État reconnu par personne. Mais c'était un nouvel État parce que la population rifaine l'a vu ainsi. Et pour moi, c'était une raison suffisante. C'est presque la meilleure incarnation des possibles. Bon. Mais il faut voir quels étaient les possibles. Or, il a incarné ces possibles. Il les a incarnés tout en sachant qu'il n'y avait pas d'issue. C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire d'Abdelkrim. Si j'ai commis des erreurs, je le regrette. Qui ne regrette pas ses fautes? Je suis convaincu que si nous en avions eu le temps, nous serions devenus une grande nation d'hommes libres. Notre combat a donné aux Rifins une fierté, un espoir, une confiance en soi qu'aucune défaite ne pourrait effacer. L'aspiration à la liberté et à la détermination de notre peuple durera au-delà de la puissance de nos oppresseurs. Je suis venu trop tôt, mais j'étais convaincu que nos espoirs se réaliseraient un jour. Cette guerre, l'étranger nous l'a imposée. Nous avons été battus, mais vous aussi.